Bonsoir à tous, je m'appelle Olivier Delagarde, je suis habituellement journaliste à France Info et très heureux d'être à Thiais ce soir pour cette 8e réunion publique de présentation des grands enjeux de la métropole du Grand Paris, présentation de ce que l'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale dont on va vous expliquer d'ici quelques minutes les tenants et les aboutissants. Je vous parlais de la 8e réunion publique. Parce que, en tout, il y en aura 12 à un rythme assez soutenu. Tout a commencé le 15 mai dernier. Nous étions à Nogent pour parler des risques d'inondation. Puis nous sommes allés à la Alpajol, à Paris, pour évoquer la question de la nature en ville. Nous avons ensuite posé nos valises à Clichy-sous-Bois pour débattre du renouveau des quartiers en difficulté. Clichy-sous-Bois, Montfermeil, précise le maire de Montfermeil, qui est présent aussi ce soir. Étape suivante, nous étions à Suresnes pour parler logement. À Sceaux ensuite, où nous avons eu une belle réunion publique sur la transition énergétique. La semaine dernière, nous étions à la Fabrique du métro, à Saint-Ouen, pour bien sûr parler de ce Grand Paris Express et parler des transports d'une manière générale. Et puis à Pantin, pour tenter de trouver des solutions au déséquilibre métropolitain. Enfin, ce soir, nous sommes donc à Thiais, heureux d'y être pour évoquer le Grand Paris de l'économie circulaire. Alors, peut-être un petit mot de rappel, de définition sur l'économie circulaire. Vous, dans la salle, vous êtes sans doute initiés, mais peut-être y a-t-il des internautes qui douteraient encore du sujet dont nous allons débattre, dont nous allons parler. L'économie circulaire, eh bien, c'est une économie qui est fondée sur le recyclage, la valorisation des déchets, des ressources locales, l'absence de gaspillage. Quelques chiffres peut-être pour planter le décor. En 2020, 50% de nos déchets devront être recyclés, 50% contre un peu plus de 15% aujourd'hui. Bref, il y a de gros efforts à faire. Comment allons-nous y faire face? Eh bien, ça va être l'objet de cette réunion publique. Alors, avec vous, évidemment, dans la salle, il y aura des micros qui vont circuler, mais aussi avec tous les internautes qui nous suivent en streaming sur le site de métropolegrandparis.fr/Scott, métropolegrandparis.fr/Scott. L'idée de ces réunions, c'est vraiment de pouvoir vous donner la parole, de pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. On aura avec nous une experte, on aura avec nous des élus qui vont prendre place à cette tribune derrière moi d'ici quelques minutes. Les internautes, vous aussi, vous pouvez vous poser des questions sur votre compte Twitter, grâce au compte Twitter de la métropole Scott MGP comme Métropole Grand Paris. Mais tout de suite, je vais demander à Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris, de venir me rejoindre. Ici, sous vos applaudissements, c'est le président. Merci, président, d'être avec nous. Un petit mot d'accueil pour commencer. Bon, merci. Un petit mot d'accueil, bien sûr, d'abord pour mon ami Richard Delagnola, le maire de Thiais, qui a accepté de faire cette réunion. Nous venons d'avoir une réunion de travail à la mairie avec son directeur général et ses équipes par rapport au développement de Thiais. Merci pour ton accueil. Merci pour cette réunion importante dans le cadre des pérégrinations de différentes villes dans lesquelles on va se trouver. Merci à Monsieur Lemoine. Merci. Le maire de Montfermeil, vous l'avez compris, mais qui est vice-président de la métropole, qui est chargé de l'économie circulaire dont on va parler tout à l'heure, dans un instant. Et merci à vous, cher Olivier, d'animer avec beaucoup de talent ces réunions. Vous voulez que je parle du SCOT maintenant ou qu'est-ce que je fais? On pourrait peut-être commencer par rappeler en quelques mots. C'est quel SCOT? Ce que c'est d'abord que la métropole du Grand Paris. C'est tout ça, ça paraît être des évidences. C'est Xavier Lemoine qui faisait ça, non? C'est pas toi. Alors, rapidement, parce que malheureusement, j'ai une réunion qui est à Rueil, je dois aller la terminer parce que je suis maire aussi. Et je ne pourrais pas rester jusqu'au bout, mais Monsieur Lemoine sera là jusqu'au bout. Mais il faut nous expliquer ce que c'est que cette métropole. Vous savez ce que c'est la métropole? Vous savez ce que c'est la métropole? Bon, alors moi, attendez. Alors, la métropole a été créée par la loi il y a 3 ans. Et la métropole est liée au fait que l'évolution de la ville de Paris, qui depuis Lutèce s'est élargie, il y avait des champs de blé, il y avait des vignes, il y avait des fermes autour de
de Lutèce. Et la zone dense continue, qui était la ville de Lutèce, qui est devenue Paris après, s'est élargie, puis les champs ont rétrogradé, jusqu'au moment où il y a une autorité supérieure qui est arrivée et qui a dit ça s'est élargi tellement qu'il faut que les communes limitrophes intègrent Paris. Et d'autorité à l'époque, c'était en 1860 et quelques, on a intégré Montmartre, Auteuil, Passy, etc. etc. C'est sous le baron Haussmann, là. C'était juste avant le baron Haussmann. D'autorité. D'autorité, parce qu'à l'époque, il y avait un patron qui commandait, et puis on ne discutait pas. La démocratie n'existait pas. Pourquoi? Parce que la zone dense avait grandi jusqu'à ces communes-là, les avait absorbées. Puis ça a continué, et ça s'appelle toujours Paris, jusqu'au moment où ça s'est arrêté au boulevard périphérique. Et puis ensuite, on a voulu, après le boulevard périphérique, la zone dense, elle s'en fiche du boulevard périphérique. Elle a continué à grandir, les constructions, etc. Et à l'époque, des ministres, des présidents de la République, 2 au moins, ont fait demander aux maires de la première couronne d'accepter de devenir des arrondissements de Paris. Alors, vous voyez la tête qu'on a pu faire, nous, les maires de la première couronne, certainement pas. On veut garder notre autonomie, nous sommes communes, on veut rester commune, il n'est pas question qu'on intègre Paris. Et là, ça a commencé à foirer. C'est-à-dire que la zone dense, elle a continué à grandir. Aujourd'hui, elle fait 7 200 000 habitants, alors que Paris n'en fait que 2,5 millions. 131 communes. 131 communes, elle comporte le département des Hauts-de-Seine, le département du Val-de-Marne, le département de la Seine-Saint-Denis, bien sûr la ville de Paris. Et le gouvernement s'est posé la question avec le Parlement, peu importe qu'elle soit la gauche ou la droite, comment on peut imaginer de gérer cette zone dense continue avec 7 millions d'habitants, avec 131 maires, qui peuvent tous avoir des volontés différentes, des fiscalités différentes, voire même opposées, et des logiques de développement, voire même opposées, et rarement complémentaires. Un vrai problème et un vrai casse-tête. Et les victimes de ce casse-tête, ce sont les habitants de cette zone dense continue. Dans tout le reste de la France, on a créé des intercommunalités. Tout le reste de la France, sauf en Île-de-France. Et je crois que je suis le seul à avoir créé de ma propre volonté une intercommunalité autour du Mont-Valérien avec un maire communiste, le maire de Nanterre, Patrick Jarry, qui est président de la commission logement de la métropole d'ailleurs, avec le maire de Suresnes, Dupuis, parce que toutes les autres intercommunalités, il existait une dizaine à peu près, il y en avait quand même une dizaine, où les politiques sont de couleurs différentes, c'est uniquement du fait des élections municipales qui ont changé la couleur des maires. Mais la seule qui s'est créée volontairement avec des couleurs politiques différentes, parce qu'un communiste et un RPR, c'est pas forcément la même chose, c'est nous qui l'avons faite. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas aborder un bassin d'emploi aussi important, presque 250 000 habitants chez nous, autour du Mont-Valérien, sans travailler ensemble. Et on a demandé à d'autres maires d'avoir cette réflexion. Ça n'a pas été possible pour nous élargir. Mais le gouvernement, lui, a réfléchi. D'abord la droite, ensuite c'est Sarkozy qui a lancé l'idée du Grand Paris. La gauche est arrivée au pouvoir, ils ont fait voter la loi que Sarkozy n'a pas eu le temps de faire voter, et ils ont créé la métropole du Grand Paris. C'est-à-dire c'est une intercommunalité de 131 villes qui fait en sorte que les maires, tous réunis avec 209 conseillers métropolitains, demain matin on a un conseil métropolitain, le siégeant au conseil régional, parce que c'est le seul endroit où il y a 209 places, et ces maires, autour du bureau de la métropole, eh bien, gèrent la métropole dans le cadre des compétences qui sont la sienne. Alors justement, c'est quoi vos compétences, c'est quoi vos pouvoirs finalement? Alors pour l'instant, parce que bien sûr tout ceci va évoluer au fur et à mesure du temps, on va en avoir d'autres de compétences, mais pour l'instant, de compétences tournent autour du développement économique, c'est très important. Par exemple, on vient de métropoliser 4 ZAC. La ZAC, c'est zone d'activité concertée, hein, c'est des zones de développement. La ZAC de Pleine Commune, à Seine-Saint-Denis, je ne sais pas si vous connaissez, là où la métropole va construire le centre aquatique olympique, parce que c'est nous qui sommes responsables de la construction du centre aquatique olympique, la Plaine Saunier, la ZAC de Saint-Ouen, la ZAC des Docks et la ZAC de Villeneuve-la-Garenne, puis on est en discussion pour une 4e. Le développement économique, c'est aussi l'aide qu'on peut apporter pour le développement des commerces et des activités de commerce, notamment dans le centre-ville. On a lancé une opération centre-ville vivant. 50 villes ont été candidates pour avoir des subventions pour réaménager leur centre-ville dans le cadre du développement économique. On a une compétence d'environnement et de développement durable.
nous avons voté le plan climat air-énergie métropolitain, PCAEM, qui est un truc épais comme ça, à l'unanimité. Et ce plan climat air-énergie prévoit pour les 15 ans à venir des initiatives que l'on va prendre au fur et à mesure, qui sont toutes décrites dans des fiches actions, qui sont de nature à améliorer l'environnement et à lutter contre la pollution de l'air. À cet effet, la zone faible émission que nous créons à l'intérieur de l'A86 est la fiche action, une des fiches actions du plan climat air-énergie métropolitain, c'est-à-dire l'interdiction des véhicules plus de 20 ans polluants dans cette zone-là. On a également une responsabilité pour la lutte contre les inondations. Et à ce titre-là, nous avons des initiatives. Je vais aller à Gournay-sur-Marne dans quelques jours pour voir combien on va construire de kilomètres de digues, parce qu'ils ont vraiment des problèmes là-bas. Et nous sommes en train d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros sur quand même une dizaine d'années pour créer le lac réservoir de l'Abassé, casier pilote de l'Abassé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un lac de rétention très important qui pourra faire baisser les inondations sur la métropole d'environ 8 à 10 cm, ce qui est important. Parce qu'à Rueil-Malmaison, moi, s'il y a 3 cm de moins de la Seine, je ne suis pas inondé. 3 cm. Voilà, là, c'est 10. Et donc, c'est très important. Voilà, nous avons également, sur le plan de développement économique, alors tout à l'heure, Xavier Lemoine va en parler, parce que c'est économique et social, la responsabilité de l'économie circulaire. C'est le thème de ce soir. Donc, je n'en parlerai pas. Et le vice-président de la métropole chargé de l'économie circulaire, c'est encore le maire de Montfermeil, Monsieur Xavier Lemoine. Non, mais en revanche, vous allez pouvoir nous parler du SCOT, ce fameux SCOT. Vous me faites parler des compétences. Alors, je n'ai pas fini ces compétences, mais c'est pas grave. Donc, on parle du SCOT. Dans le cadre de ces compétences, nous avons la responsabilité de créer ce que j'appelle, moi, les colonnes vertébrales de la métropole pour les 20 ans à venir. Le plan climat, air, énergie métropolitain, il est voté. Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, le PMHH, il est quasiment fini. L'État nous a demandé de revoir la copie parce qu'à 3000 logements près, on n'est pas au rendez-vous de la volonté de l'État, mais c'est pas bien difficile à régler. Il pinaille, quoi. Oui, mais les maires résistent et donc il y a des discussions un peu musclées. Et ce PMHH va permettre de prévoir la densité et les constructions de logements, des 39 000 logements par an qu'on doit construire à cause de la loi qui le prévoit depuis une dizaine d'années déjà, qui prévoit 70 000 logements dans la région parisienne à construire tous les ans, dont 39 000 dans l'aire de la métropole, dans les 131 villes. Et à partir de là, ce PMHH, c'est une colonne vertébrale sur laquelle on va s'appuyer pendant 15 ans. Bien. Et puis, il y a le schéma métropolitain de l'aménagement numérique. Nous allons voter aussi, demain, on va voter un rapport sur ce schéma, et on va avoir donc là aussi des perspectives avec des subventions pour les communes, pour moderniser toutes les villes et essayer de faire émerger des nouvelles technologies les plus inventives possibles pour faire en sorte que sur l'ensemble de la métropole, il n'y ait pas des villes qui soient au top niveau de la modernité et puis d'autres qui restent en rade derrière. Voilà, ce schéma va être très important. On va voter également, et c'est un de vos voisins qui s'intéresse beaucoup à ce problème-là, c'est le maire de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez, le plan de prévention du bruit. Et ce plan de prévention du bruit, c'est une autre colonne vertébrale aussi qui est importante pour nous, parce que pour les 10 à 15 ans à venir, on va dépenser des millions d'euros pour faire des murs anti-bruit, pour protéger des autoroutes, pour ce qui n'est pas fait jusqu'à présent, donc la métropole va le faire, et on va faire en sorte de financer, alors je ne sais pas si je peux dire ça, des bitumes silencieux. Sur des kilomètres. Oui, mais ça marche. Moi, j'ai vu ça. C'est exceptionnel, le changement de bruit à volume de voiture constant entre 1 kilomètre de bitume silencieux et 1 kilomètre de bitume normal. La technologie, là, est au point, ça y est. Oui, on se lance là-dedans. Et puis, sur le plan de la GEMAPI, les protections des inondations, eh bien, nous allons avoir un plan sur une quinzaine d'années qui prévoit les digues, les lacs et réservoirs. On signe une convention avec les agriculteurs pour qui démolissent leur petite protection pour leur terrain en bord de Seine et de Marne pour qu'ils puissent être surinondés et que ça serve de vase d'expansion de l'eau pour éviter de trop inonder Paris. C'est une autre mesure que l'on prend et qui va aussi permettre de réduire de 4 ou 5 cm de pluie. Si on se débrouille bien, on peut arriver à gagner 15 à 16 cm, c'est énorme. Mais ça va coûter
un maximum d'argent à la métropole, parce que bien sûr, je vais conclure un accord avec le président Christophe Hiré, qui est le président de la Chambre régionale d'agriculture. On va les indemniser, les agriculteurs, c'est normal, puisque leurs récoltes d'une année seront noyées. Donc on a prévu ce système et nous sommes en train de négocier le volume de finances qu'on doit consacrer à cela. Et la dernière colonne vertébrale, c'est le schéma de cohérence territoriale. Nous sommes là ce soir pour ça. Le SCOT, schéma de cohérence territoriale. Ce SCOT, je crois qu'il y avait le nom derrière, ce SCOT, c'est la vraie colonne vertébrale. C'est-à-dire que ce schéma de cohérence territoriale doit mettre en cohérence tous les projets de toutes les villes de la métropole pour les 20 ans à venir, 15 à 20 ans, c'est plutôt 20 ans, dans tous les domaines. Et justement pour établir la cohérence territoriale. Un des domaines très intéressants, c'est que nous allons exiger la désimperméabilisation des sols pour justement encore lutter contre les inondations. Alors ça, avec les maires, c'est pas facile, n'est-ce pas, monsieur le maire, ou messieurs les maires? C'est très compliqué, mais il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse parce que c'est des questions d'urgence que l'État n'a jamais décidé de faire. Donc, comme nous sommes en charge de la responsabilité, c'est comme pour la zone faible émission, l'interdiction des véhicules polluants, nous sommes élus pour être responsables, on doit assumer. Sinon, il faut partir. Parce que pour la zone faible émission, c'est votre santé qui est en cause. Il y a 6600 morts par an à cause de la pollution atmosphérique dans l'air de la métropole. Et cette zone faible émission qu'on lance dans le périmètre de la A86, c'est quelque chose qui est vertueux, qui est difficile, mais qui est vertueux. Et on veut vous protéger, même si vous ne le voulez pas, parce qu'il y en a qui râlent. Voilà. Pour en revenir au SCOT, on va prévoir l'habitat, on va prévoir le développement économique, on va prévoir les espaces verts, on va prévoir l'équilibre entre les zones habitées très densifiées et les zones plutôt vertes. C'est donc une vision d'avenir. C'est une vision de la ville, de la grande ville d'avenir, qui C'est un peu ce que faisait la DATAR. Alors oui, mais c'est une bonne idée de dire ça, parce que j'étais le rapporteur général du budget de la DATAR pendant 10 ans à l'Assemblée nationale. Et donc c'était une de mes passions. Et un gouvernement que je soutenais à l'époque, malheureusement, a eu le tort immense de supprimer quasiment la DATAR. Vous l'avez appelée la délégation à l'aménagement du territoire. Elle n'existe plus. Ouais. Et le gouvernement et l'État a perdu sa boussole. Il n'y a plus d'aménagement du territoire dans ce pays. C'était une conception, une vision gaulliste des choses. Je suis gaulliste. Et je dois dire que j'étais choqué de voir que le libéralisme au pouvoir a fait qu'on a voulu décentraliser en disant en gros, on donne le pouvoir aux régions qui se débrouillent. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a personne qui coordonne entre les régions. C'est dramatique. C'est l'État qui doit coordonner. Et c'est l'aménagement du territoire. Donc ce qu'on va faire, nous, à la métropole, c'est, vous avez raison, faire un peu le travail de la DATAR sur les 7 millions d'habitants pendant 15 ans. Merci. Alors, il y a Iskovic qui doit venir. Alors, il y a Iskovic, on va revenir avec lui. Je voudrais qu'on fasse venir Richard. Non, mais je termine avec Ivan Iskovic. Ivan Iskovic, je l'ai nommé responsable du projet du SCOT. C'est lui qui pilote cette affaire depuis le début, qui fait toutes les réunions. Il est dans un embouteillage, le pauvre malheureux. Je le comprends parce que je suis arrivé 10 minutes en retard tout à l'heure à cause de ça. Donc quand il va arriver, il faudra l'excuser parce qu'il fait un travail colossal. On mettra un mot sur son carnet de correspondance. Je suis infiniment reconnaissant et Madame Valérie Lenain, notre directrice qui suit le SCOT ici, le pardonnera de son retard. Alors je vous laisse parler de Monsieur le maire de Thiers. Oui, on va vous demander, Monsieur le maire, parce qu'on parle, venez nous rejoindre, Monsieur le maire. Il faut que je vous fasse un aveu. J'avais pas une bonne opinion de Thiers. Parce que, je vais vous dire, un truc pour un Parisien, alors Thiers, c'est le magasin Ikea, c'est-à-dire c'est l'enfer d'un samedi de septembre, si vous voulez. Et puis en plus, c'est là où j'ai passé mon permis de conduire il y a quelques années. Et puis en fait, j'ai découvert... Et ça parce qu'il a été collé. Et c'est là où finissent les Parisiens, puisqu'il y a le grand cimetière parisien. Et en fait, là, en me perdant un peu en scooter, j'ai découvert une commune charmante avec une église magnifique. Et donc, voilà, je m'étais dit, il faut quand même que vous n'étiez pas au courant, mais que je m'en excuse quand même. Merci de vous accueillir. Merci à vous. Merci. Écoutez, moi, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette 8e réunion. Patrick Ollier a planté le décor. Il a indiqué quelles étaient les missions de la métropole du Grand Paris. C'est un organisme qui existe depuis 3 ans à peine, 2016. Et déjà, un travail considérable a été accompli. Il a souligné, Patrick, l'ensemble des éléments qui se mettent en place et qui s'articulent entre eux.
et qui ont une cohérence entre eux. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce schéma de cohérence territoriale, au fond, rassemble toutes les pistes d'action qui sont les nôtres à la région et sur lesquelles nous travaillons régulièrement. Nous avons demain matin un conseil métropolitain qui va aussi brasser ces grandes questions. C'est devenu aujourd'hui quelque chose d'incontournable, puisqu'il n'y a pas parlé, Patrick, de la problématique Inventons la métropole du Grand Paris, mais c'est aussi un outil considérable. La première étape de l'Inventons la métropole du Grand Paris a permis de lancer des projets sur l'ensemble du territoire de la métropole, sur les 131 communes, pour 7 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça a été un outil aussi de développement et un outil qui permet à la région de gagner un point, je crois, de croissance. N'est-ce pas, Patrick? Comment? Et nous avons ici, tout à l'heure, Patrick était à Orly, puisque nous avons une opération commune avec la ville d'Orly sur 20 hectares autour de la gare, de la future gare de métro ligne 14, Pont de Rungis. Et sur ces deux sites, Orly et Thiers, nous aménageons 20 hectares avec une scène digitale, des équipements publics, des commerces, des restaurants, des logements, bref, un bassin de vie qui va se développer là. Et tout ça, c'est grâce à la métropole et à son concours. Et donc la deuxième phase a eu lieu récemment, puisqu'hier soir, vous aviez aussi une réunion qui, au fond, primait les candidats qui ont été retenus. 30 lauréats, donc il y a eu une cinquantaine de lauréats dans la première série, 30 lauréats cette fois-ci, bref, un effort considérable qu'on commence à mesurer maintenant. On le sent dans cette zone dense dont parlait Patrick, puisqu'au fond, c'est vrai, nous sommes dans la zone dense de Paris. Cette zone dense a vocation à s'organiser. Nous sommes une coopérative de maires, c'est l'originalité de la métropole du Grand Paris. 131 mais vous arrivez à vous mettre d'accord à peu près? Patrick Ollier me dit, mais oui, évidemment, mais enfin, c'est le président. Vous qui êtes vice-président, racontez-moi un peu comment ça se passe dans le... Nous avons, d'abord, Patrick, qui est quelqu'un qui cherche le consensus. Et donc, il trouve toujours des chemins, des voies qui permettent aux uns et aux autres, qui peut-être arrivent avec des opinions différentes, qui arrivent aussi avec des points de vue ou des partis pris. Il arrive à trouver le chemin qui permet à chacun de se réunir. Et depuis 2 ans, je dois dire que tous les projets qui ont été votés ont été dans ce consensus quasi général. Et il y a aujourd'hui quelque chose qui est une force qui va, comme disait un ancien président, une force qui va, qui permet à ceux qui, au fond, se regardaient en chien de faïence, qui ne se connaissaient pas surtout, et qui avaient des logiques différentes, de trouver ce point commun qui peut nous unir. C'est aussi le mérite et la force de cet organisme qu'est la métropole du Grand Paris. Merci, monsieur le maire. Dans un instant, notre débat sur l'économie circulaire. Mais afin que les idées soient bien claires et nettes, que vous compreniez bien exactement ce que c'est que ce SCOT, regardez ces quelques images. Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7 millions d'habitants, la métropole du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales. Et comme toutes les métropoles, elle doit se développer tout en assurant la qualité de vie de ses habitants. Alors pour ce faire, la métropole du Grand Paris travaille sur un SCOT métropolitain. Un quoi? Un schéma de cohérence territoriale métropolitain. C'est un document qui organise le développement de la métropole pour les 15 à 20 ans à venir. Le SCOT ne va pas se faire en un jour, il est le fruit d'un long processus. Il est élaboré par les élus de la métropole, des communes et des territoires, avec la participation des habitants, des entreprises, des associations, des experts et des techniciens. La concertation avec tous les métropolitains permettra d'alimenter le projet qui sera approuvé définitivement en 2020. À terme, le projet sera voté par l'ensemble des 209 conseillers métropolitains. C'est un document d'urbanisme qui mettra en cohérence les politiques publiques métropolitaines d'aménagement et de développement que devront respecter les communes et les territoires. Le diagnostic remis dans un premier temps aux élus a mis en avant 3 grands défis pour l'avenir. Garantir une métropole rayonnante et attractive, assurer une bonne qualité de vie à tous et répondre aux défis environnementaux. La métropole du Grand Paris est la première destination touristique au monde. Centre culturel international, elle a accueilli 24 millions de visiteurs en 2017. Avec 3 aéroports sur son territoire ou à proximité, elle est au cœur des échanges entre la France, l'Europe et le monde. Les grands équipements actuels ou en projet, comme les universités ou le futur centre aquatique olympique, participent également à son rayonnement et à son attractivité bien au-delà de ses frontières.
Véritable moteur économique, la métropole génère à elle seule près du quart de la richesse française. Un dynamisme qui se retrouve dans la grande diversité de ses secteurs d'activité, notamment l'innovation, la recherche, la santé, toutes les formes d'industrie, la logistique, la finance, les médias et la culture, mais aussi par la présence de grands quartiers d'affaires. Cette économie diversifiée est toutefois marquée par des déséquilibres territoriaux importants, avec des taux d'emploi qui vont du simple au quadruple selon les territoires. La métropole, et plus largement l'Île-de-France, est aussi la première région logistique de l'Hexagone. 450 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année, majoritairement par route. Ces flux de transport routier importants induisent une congestion croissante et impactent la qualité de l'air au quotidien. La métropole du Grand Paris concentre près de 60% de la population d'Île-de-France et près de 70% des emplois. Si son rythme de croissance se poursuit, sa population pourrait atteindre près de 7,5 millions d'habitants en 2035. La métropole du Grand Paris doit se donner les moyens d'accueillir l'ensemble de sa population, étudiants, jeunes actifs, familles, retraités, et leur garantir un cadre de vie de qualité. Le logement est aujourd'hui une question cruciale pour les métropolitains. La métropole doit permettre à l'ensemble de ses habitants de trouver à se loger sur son territoire à des prix raisonnables et adaptés. Le rééquilibrage de l'offre sur le territoire métropolitain et la construction de nouveaux logements, notamment sociaux, sont des enjeux majeurs. L'État impose un objectif de 38 000 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux. Quant au réseau de transport en commun métropolitain, s'il atteint aujourd'hui ses limites, de nombreux projets sont en cours pour l'améliorer et le développer. Avec les futures lignes du Grand Paris Express, plus de 60 nouvelles gares vont être créées qui faciliteront les déplacements dans toute la métropole. Ce développement urbain ne doit pas pour autant se faire au détriment des espaces verts et naturels qui participent de la qualité de vie et de la construction d'une métropole résiliente. Logement, activité économique, déplacement, consommation. Le mode de vie urbain impacte directement notre environnement et notre santé. La métropole a donc mis en place le plan climat-air-énergie métropolitain qui prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Quant à la pollution de l'air, elle entraîne une surmortalité de 6600 décès par an. Dès juillet 2019, la métropole va instaurer une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 sur 79 communes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. La qualité de vie des métropolitains peut aussi être impactée par d'autres nuisances comme le bruit, la pollution liée à certaines activités industrielles ou encore les risques naturels comme les canicules ou les inondations. Pour répondre aux défis environnementaux et prévenir les risques et nuisances, il est aujourd'hui indispensable de repenser l'organisation et le fonctionnement des villes, ainsi que la conception des bâtiments. Il faut rendre l'espace public plus paisible, mieux gérer les ressources en eau et en énergie, et sauvegarder les espaces verts et agricoles. Aujourd'hui, seuls 14% de la métropole est occupée par les milieux naturels. Enfin, la métropole se lance le défi de la gestion des déchets, avec l'objectif de traiter la moitié des déchets présents sur le territoire d'ici 2020. Ce diagnostic a été largement partagé par les habitants lors de la tournée du bus du SCOT de mai à juillet 2018. Ils se sont particulièrement exprimés sur la nature en ville, les transports et les équilibres territoriaux. Avec le projet d'aménagement et de développement durable, les élus métropolitains ont affirmé 12 grandes orientations prioritaires. Conforter une métropole polycentrique, embellir la métropole et révéler les paysages, permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique de développement, s'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir, mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la métropole, offrir un parcours résidentiel à tous les métropolitains, agir pour la qualité de l'air, renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transport en commun, conforter les fonctions productives et la diversité économique de la métropole, suivre une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets, organiser la transition énergétique, maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales. Véritable projet politique, ces 12 grandes orientations vont se traduire concrètement en règles d'urbanisme à travers le document d'orientation et d'objectifs, DOO. Un document qui servira de référence aux plans locaux d'urbanisme des communes et aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux des territoires de la métropole.
Aujourd'hui, ce sont ces 12 grandes orientations, ces 12 grands paris de la métropole qui vous sont présentés. Vous pouvez les découvrir sur notre site dédié au SCOT, mais aussi à travers une exposition et les documents mis à votre disposition pour une concertation inédite. À travers des visites de sites exceptionnels, des rencontres et 12 réunions publiques sur tous les territoires de la métropole, vous êtes tous invités à participer à ces grands paris. 12 grands paris qui vont construire l'avenir de la métropole pour une métropole plus attractive, plus équilibrée, plus durable. Je vais demander aux participants à la table ronde de venir me rejoindre autour de cette table, qui n'est pas ronde du tout d'ailleurs. Richard Delagnola, Yvon Escovitch, Patrick Ollier, et puis Xavier Lemoine et notre experte Sylvia de Vesconi. Je vais vous présenter tout le monde. Alors, Monsieur le maire, Patrick Ollier, c'est déjà fait. Yvon Escovitch, bonjour à vous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle réunion publique. Vous êtes conseiller métropolitain et animateur, comme le précisait Patrick Ollier, du comité de pilotage du SCOT. Vous êtes également maire adjoint de Rosny-sous-Bois. Xavier Lemoine, vice-président de la métropole, délégué à l'économie circulaire, à l'économie collaborative et à l'économie sociale et solidaire, maire de Montfermeil. Et puis Sylvia de Vesconi, vous êtes chargée de projet urbain à la ville de Sevran. Vous êtes chef du projet Cycle-Terre, un projet qui prévoit, qui organise la réutilisation de terres excavées du Grand Paris Express pour créer un nouveau matériau de construction. Bref, construire avec une très faible empreinte carbone. On va peut-être commencer avec vous, parce que c'est un très bon exemple finalement de ce que c'est que l'économie circulaire. Concrètement, en quoi consiste votre projet? Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Donc bonsoir et merci de m'avoir invité. Donc notre projet Cycle-Terre, qui est porté par la ville de Sevran et par 12 partenaires, est un projet qui consiste à recycler les terres excavées des chantiers du Grand Paris, notamment du Grand Paris Express, mais pas que. On a parlé de déchets, les élus en ont parlé, c'est l'une des thématiques du SCOT, donc la valorisation des déchets. Et l'un des déchets qui pose vraiment problème à l'échelle du Grand Paris, ce sont les déblais, ce sont les terres excavées. Et ça pose un problème. Ça pose un vrai problème. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, bon, on creuse, on a de la terre, on rame, voilà, on la met dans un coin. On la met dans un coin. Dans votre jardin? Voilà. Bah, si on fait ça, d'accord. Mais je pense qu'il ne suffira pas. Mais non, mais parce que ce sont des volumes, évidemment. Ce sont des volumes immenses. Donc on parle, par exemple, pour le seul Grand Paris Express, de 45 millions de tonnes. 45 millions de tonnes, ça fait quoi? Ça fait déjà un petit terril? Ça fait une belle surface. Ça fait un tas qui a à peu près 1 kilomètre, une pyramide qui a une base d'1 kilomètre de chaque côté. Avec une hauteur qui fait la hauteur de la Tour Eiffel, par exemple. Et c'est monstrueux. C'est monstrueux. Monstrueux. C'est monstrueux et aujourd'hui ces terres ils vont où? Un partie elles sont valorisées, mais sincèrement la partie reste faible. Et très fréquemment elles sont transportées à des kilomètres, des centaines de kilomètres de la... On dit quand même au revoir Patrick Ollier. Bon conseil métropolitain demain. Excusez-moi de vous couper la parole, mais enfin bon... Ça valait la peine. Voilà, ça valait la peine. Donc aujourd'hui, ces terres sont transportées loin dans la métropole. Donc ça fait des kilomètres parcourus par des camions. Et ça fait aussi de l'immobilisation de terres agricoles. Parce que très souvent, ce sont des terres agricoles qui sont occupées par des tas de terres. Donc notre projet, il vise à montrer qu'on peut les valoriser. Et non seulement on va réduire un déchet, on va diminuer le pourcentage de terres qui quittent les chantiers pour aller, voilà, en tant que déchet, être traité ailleurs. Mais en plus, ça permet de promouvoir une architecture, une forme de construire qui est bas carbone et qui est vraiment très résiliente et qui intègre la notion de réversibilité. C'est de la construction en terre crue. Donc les terres qui sont excavées, le but c'est qu'elles soient transformées par un process qui est simple, qui est peu énergivore et qui ne nécessite pas d'entrants chimiques.
pour en faire donc des matériaux de construction en terre. Alors, crue. c'est quoi un matériau? Ce sont des briques, ce sont des briques. panneaux? Les briques, c'est déjà le matériau le plus connu, le plus utilisé, les briques de terre crue, qu'on appelle le BTC, briques de terre comprimée. Mais nous, on va travailler aussi sur des produits extrudés. Donc, ce sont des produits où, au lieu de comprimer la terre, on va la faire passer par une mouleuse. On m'a dit comme si on faisait des tagliatelles. Bon, voilà, en tant qu'italienne, je connais. Ouais. Et donc là, on peut varier la forme. Et par exemple, on peut faire des panneaux qui vont ressembler aux panneaux de placo et qui peuvent être intégrés à différents systèmes constructifs. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que dans notre projet, et nos partenaires, que je vais quand même citer un peu parce qu'ils sont très, très mobilisés, par exemple Cratère, Amaco, AECC, Joly-Loiret, qui sont vraiment les experts, parmi les plus grands experts en matière de terre crue en France. Eux, ils nous disent il ne faut pas avoir d'approche idéologique. Il ne faut pas vouloir mettre à tout prix de la terre partout. Il faut utiliser la terre crue là où elle est la plus pertinente. Et donc, on va élaborer des systèmes constructifs qui permettent d'utiliser la terre là où elle est utile, de faire baisser l'empreinte carbone du bâtiment, sans créer des situations absurdes où on crée des bâtiments qui ne sont pas qualitatifs parce qu'on a voulu à tout prix avoir des solutions pas justes, pas adaptées. Célia Devescovi, elle revient à combien votre brique une fois transformée avec la terre? Enfin, autrement dit, parce que je n'ai aucune idée de ce que coûte une brique d'une manière générale, est-ce qu'elle est compétitive sur le marché ou est-ce que vous avez besoin quand même de subventions pour la faire vivre? Alors, plusieurs éléments de réponse. Déjà, il faut le dire, on est subventionné, très largement subventionné par l'Union européenne pour ce projet. Ils nous donnent 5 millions d'euros, c'est-à-dire 80% du coût du projet, du coût initial du projet. Ce n'est pas neutre. Donc, il y a effectivement une subvention massive à l'origine. Mais cette subvention massive, le but, c'est qu'elle nous permette juste d'essuyer les plâtres, on va dire, de lancer le projet, d'avoir un démonstrateur. Et puis, le but, c'est de montrer que ça marche hors subvention. Donc l'idée, ce n'est pas du tout de rester dans un modèle subventionné, c'est bien d'avoir un modèle qui marche dans un système normal. Et selon vos prévisions, selon vos plans, effectivement, le modèle pourrait fonctionner, vos briques pourraient être donc compétitives sur le marché, sans subvention à terme, une fois qu'évidemment tout ça sera lancé et tout ça sera organisé. La subvention, aujourd'hui, elle nous permet de financer des activités qui permettent in fine de vraiment vendre les matériaux. Parce que si on fabrique des briques, des panneaux, autre chose, et qu'il n'y a pas, les promoteurs, les constructeurs ne peuvent pas les assurer, ne peuvent pas assurer les bâtiments, on va avoir un problème, on ne va pas les vendre, nos matériaux. Donc on a besoin de travailler sur toute la notion de certification, de formation, tout un ensemble de sujets qui permettent à la filière de se structurer. Et ça, c'est très largement financé par l'Europe. Donc, pour répondre in fine à la question, oui, le but est d'être compétitif sur le marché. Mais attention, ça ne sera pas uniquement en prenant en compte le coût de production du matériau qu'on va être compétitif. On va être compétitif si on prend en compte l'analyse du cycle de vie du projet, dans son ensemble, du produit et du projet. C'est-à-dire, on prend en compte toute l'énergie grise et tout le coût complet du bâtiment, y compris les kilomètres parcourus par les matériaux, y compris l'énergie grise qui est embarquée dans chaque matériau. Et c'est là où nous allons être compétitifs. Et sur ça, par exemple, les maires, les élus, la métropole peuvent aider parce qu'ils peuvent demander dans leur marché public, mais aussi de façon incitative, à ce que l'analyse du cycle de vie soit intégrée au marché public, par exemple. Et dans ce cas, un promoteur aura tout intérêt à avoir des matériaux bas carbone, parce que finalement, il va être, si ce n'est gagnant, au moins il va s'y retrouver. Dernière question sur parce que ce projet est intéressant, il est finalement emblématique, il résume bien ce que c'est que l'économie circulaire avec les perspectives que ça ouvre et puis les problèmes qui se posent aujourd'hui. Comment est-ce que réagissent M. Bouygues, M. Vinci, M. Eiffage? Vous les sentez très intéressés par ce que vous faites ou est-ce qu'ils vous regardent avec un peu de condescendance en continuant à acheter chez Lafarge du ciment et du béton moins cher? Non, il n'y a pas de condescendance, ça il faut le dire. À chaque fois qu'on va présenter le projet quelque part, on reçoit beaucoup d'écoute.
notamment, on a été invité Alors, par vous recevez de plusieurs. l'écoute, mais est-ce que vous recevez des commandes, par exemple? On Parce commence que- à recevoir. Ouais. Ouais. Et pourtant, la fabrique, elle n'est pas construite. Nos matériaux seront prêts à partir de la fin 2020, seront disponibles à partir de la fin 2020. Et on commence quand même à remplir un carnet de commandes. Nos volumes sont tout petits, donc on ne va pas C'est le début. concurrencer. Voilà, c'est le début. C'est le début. C'est un démonstrateur. Le but, c'est de montrer que ça marche. Mais effectivement, il y a deux choses. Donc, d'une part, des initiatives comme Inventons la métropole du Grand Paris sont très utiles pour ce genre de choses, parce que ces promoteurs, aujourd'hui, pourquoi ils nous appellent? Parce qu'ils répondent à ces appels à projets. Ils ont besoin d'avoir des innovations, ils ont besoin d'investir dans la transition écologique, parce que c'est demandé dans le cadre des appels à projets, et c'est notamment ça, le levier, qui les fait bouger. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je pense qu'à terme, il y aura des modèles différents qui vont se créer. Nous, c'est clair, notre modèle économique, c'est un modèle assez petit, finalement, en taille. On imagine que notre société d'exploitation, enfin, c'est pas qu'on l'imagine, en fait, on est en train de la créer. Ça sera une société coopérative d'intérêt collectif. C'est clair qu'on ne va pas faire de la concurrence à Lafarge, ni aux autres. Et en même temps, le but, c'est qu'il y ait de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour des modèles économiques qui ne sont pas identiques, et aussi pour des matériaux qui n'ont pas la même exigence environnementale. Donc nous, on prévoit des matériaux qui sont très largement terre. Alors je ne vais pas donner de pourcentage, mais ça sera peut-être du 80, du 90% terre. Xavier Lemoine, vous qui vous occupez d'économie circulaire à la métropole, vous diriez que ce projet de Sylvia De Vescovi, c'est un projet qui est tout à fait symptomatique de ce que c'est que l'économie circulaire, de ce que ça peut être dans la métropole? Il est tout à fait symptomatique à deux égards. D'abord au regard de la pertinence technique du projet, et ensuite comment la métropole peut effectivement, en introduisant des clauses d'économie circulaire dans les concours qui ont été faits pour inventer la métropole, pour obliger à une échelle pertinente. Si c'était seulement la ville de Sevran, et je connais suffisamment bien le maire de Sevran pour, c'est pas caricatural ce que je vais dire, mais si c'est que la ville de Sevran qui veut promouvoir ses briques, je pense qu'il va se passer quelque temps. Si la métropole, 7,5 millions d'habitants, 131 communes, 25% du PIB de la France, met dans ses clauses d'achat public de la métropole, mais également des maires, on y viendra tout à l'heure sur l'économie circulaire, des clauses d'économie circulaire, c'est un signal extrêmement fort en direction du monde industriel pour leur dire la règle du jeu va évoluer. Et donc d'encourager, puisqu'il faut labelliser, il y a la problématique, j'irais, de la filière. Technologiquement, c'est au point, mais tant que c'est pas labellisé, je dirais, au bon endroit, au bon moment, avec le bon tampon en termes d'assurance, personne ne va se risquer à aller voir ce matériau. Donc si on force, je dirais, les pouvoirs publics à s'intéresser à la filière parce qu'elle est intéressante à maints égards, et vous auriez pu rajouter comme argument tout à l'heure que toute la terre que vous transformez en briques, c'est autant de matériaux au moins à aller extraire ailleurs et à transporter jusqu'au moment. Donc j'irais en termes de circuit court, on ne fait pas mieux. Mais c'est pour illustrer davantage encore la vertu de la chose. Et donc c'est comment une initiative tout à fait passionnante et intéressante trouve un écho et un appui beaucoup plus large au niveau métropolitain, parce qu'effectivement, dans la commande publique, ces clauses d'économie circulaire sont instillées pour l'instant. Si vous me permettez, je voudrais quand même peut-être développer un peu ce que c'est que l'économie circulaire, parce que il y a des fois des raccourcis, mais je pense que ça mérite. D'abord, ce n'est pas une technique. C'est une philosophie de vie, c'est une vision, une nouvelle vision, me semble-t-il, de voir les choses, de voir le monde économique. Nous avons besoin, les uns et les autres pour vivre, de produits et de services. Tout le raisonnement consiste à dire comment, pour produire ces produits ou ces services, je vais extraire le minimum de matières premières, le minimum d'énergie, que je vais faire durer cela le plus longtemps possible, que cela va profiter au plus grand nombre de personnes possible, et qu'à la fin, je suis en capacité de récupérer la totalité des ingrédients et de les recycler. Ce qui veut dire qu'il y a une éco-conception au départ pour justement permettre en fin de vie la récupération des matériaux, qu'on le conçoit pour pouvoir le réparer et allonger la durée de vie, et que l'on regarde comment on peut faire qu'un plus grand nombre d'utilisateurs utilisent la chose. Je vais prendre un exemple. Jusqu'à maintenant, on achetait de pneus. Très bien. On en utilise 5% sur l'usure de la bande de roulement. 95% est mis à la poubelle. Très bien. Michelin se régalait
et refaisaient, ou les autres, peu importe la marque, et repartaient. Aujourd'hui, on achète des kilomètres et on n'achète plus de pneus. Ce qui fait que la matière première des constructeurs est maîtrisée. L'usage, j'en profite et j'achète l'usage, mais le propriétaire reste le concepteur. J'use les 5% que je dois user, je restitue au producteur 95% de la matière première et lui, il a les process pour pouvoir la récupérer, la retransformer, vous la remettre à disposition de manière... Et en plus, il y a tout intérêt. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je dirais, on ne peut plus soutenir le modèle économique que nous avons connu, auquel nous avons participé intellectuellement, politiquement, etc. Bon, ok, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs de fait, mais voilà, l'économie circulaire, c'est quand même toute cette réflexion. Que ça fasse appel à des techniques des fois assez sophistiquées, à l'évidence, oui, mais avant tout, c'est une philosophie, une réflexion de fond. Et vous pouvez l'appliquer pour tous les actes de la vie quotidienne, toutes les décisions qui interviennent dans une collectivité. Et vous savez que dans une collectivité, vous êtes bien placé, il y a 40 métiers différents que l'on exerce. Et bien dans ces 40 métiers, on peut se poser la question, comment j'extrais le minimum de matière, le minimum d'énergie, comment j'en fais profiter le plus grand nombre, le plus longtemps possible, et en fin de vie, je fais en sorte de récupérer et de remettre ça dans un circuit. Et c'est en cela qu'elle est circulaire. J'extrais, j'use, je jette. Ça, c'est l'économie linéaire. J'extrais intelligemment et j'éco-conçois le plus longtemps possible avec le plus grand nombre de monde et je récupère l'intégralité des composants que je peux recycler. Au pire, je les valorise. C'est éventuellement l'énergie de chaleur que ça peut donner, mais je les réintègre. Alors, voilà, ça c'est toute une philosophie. Voilà, je m'en tiens là. Non, mais de toute façon, attendez, vous allez avoir la parole, mais vous disiez que ça peut évidemment s'appliquer à tous les domaines. Ça, c'est ce dont on va voir. Mais je voudrais qu'on termine le tour de table sur l'exemple développé par Silvia De Vescovi. Et je me tourne vers vous, Richard Delagnola, et c'est au maire, et puis c'est au vice-président de la métropole chargé des grands équipements. Une initiative comme celle-là, est-ce qu'elle vous séduit vraiment? Écoutez, en tous les cas, pour nous, c'est un marqueur. Ça nous permet, comme nous le disions tout à l'heure, d'avoir de l'innovation, de permettre à tous ceux qui souhaitent changer de braquet de pouvoir le faire et de pouvoir le faire en toute sécurité. Parce qu'au fond, il faut aussi veiller à ce que les sécurités soient mises en place. Et donc, toutes ces certifications, tous ces éléments qui visent à certifier les modèles nouveaux de construction sont des opérations qui ne sont que bénéfiques pour nous. Donc nous sommes dans l'attente précisément de la vérification que ces modèles fonctionnent. Il ne s'agit pas de rêver, il faut que ces modèles soient tangibles, pertinents, et dès lors qu'ils sont tangibles et pertinents, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas les utiliser. En tout cas, c'est pour nous l'avenir, bien sûr. Ivan Itskovitch, vous avez entendu Silvia De Vescovi qui disait on a besoin quand même de coups de pouce de la part de la métropole. Oui, mais il y a deux niveaux de coups de pouce. Xavier Lemoine l'a dit, il y a le niveau opérationnel où on va pouvoir inciter, dans le cadre des marchés publics notamment, les maires, la métropole elle-même, à mettre des clauses. Et puis il y a les règles, ce que Xavier Lemoine appelait les règles du jeu. Et le SCOT, c'est un peu une grande règle du jeu. Et donc, on a des moyens d'inciter, notamment quand on prescrit des règles d'éco-construction, à dire, voilà, si vous voulez tendre vers des constructions à bas carbone, énergie positive, vous devez rentrer dans ces démarches. Et on rentre totalement dans ces démarches. Et pourquoi c'est important que ce soit dans la règle? Parce que si c'est pas dans la règle, fatalement, celui qui est de bonne volonté et qui le fait, il est défavorisé par rapport à celui qui considère que finalement, puisque c'est pas la règle, il va faire comme d'habitude. Donc, c'est important qu'on se saisisse du sujet. Et on l'a entendu, deuxième réflexion que je voulais faire, ça nécessite, et Richard l'a dit, qu'on puisse prévoir notamment les infrastructures. Et on ne pourra pas faire d'économie circulaire, même si c'est une philosophie, pas une technique, si on ne se donne pas les moyens, notamment, de permettre que la logistique urbaine permette d'absorber ces circuits courts. Ça nécessite une logistique urbaine. Vous avez dit, c'est des centaines, milliers de tonnes qui vont être évacuées. Il faut millions de tonnes, une logistique. Et donc, quand on fait un SCOT, on prévoit, c'est un document d'aménagement du territoire. Et donc, en fait, il y a un lien très fort entre l'économie circulaire et l'aménagement du territoire, parce que si le territoire n'est pas aménagé pour que les circuits courts puissent se développer, eh ben on n'a pas, ils ne peuvent pas se développer, ils n'ont pas l'espace matériel de le faire. Et donc, à ces deux stades, à ces deux titres, le SCOT est important pour qu'on puisse avoir une métropole qui, au-delà de l'aspect opérationnel que Xavier gère à la métropole,
puisse se développer dans les années, puisqu'on a écrit un SCOT pour 15 ou 20 ans. Yvon Iskovic, c'est la 8e réunion qu'on fait. À chaque réunion publique, on a la même question. Donc je vais vous la poser avant qu'elle n'arrive sur ça. Les questions commencent à arriver sur la tablette. Merci les internautes, vous continuez. Vous parlez d'incitation, vous parlez pas de contrainte? Non, vous ne m'avez pas écouté, Olivier de Lagarde. Les incitations, c'est pour les marchés publics. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer aujourd'hui un maire. Un maire ici, il y en a un deuxième ici. On ne peut pas dire à un maire, le président de la métropole ne peut pas dire à un maire. Pourquoi vous ne pourriez pas? Vous êtes vice-président de la métropole. Non, c'est pas dans les compétences de la métropole de forcer un maire à introduire des clauses dans les marchés publics. En revanche, c'est pas de la contrainte. Mais quand on établit une règle comme le SCOT, c'est une règle qui a vocation à rendre cohérent l'ensemble des règles qui lui sont inférieures. Et les règles inférieures, c'est les PLUI. Et c'est pas une contrainte. C'est pas, c'est pas une règle qu'on impose. C'est de dire, votre règle, vous avez une marge de manœuvre dans son élaboration. Pour autant, n'oubliez jamais que pour qu'elle soit cohérente avec l'ensemble de petits copains de la métropole, elle doit être compatible. Donc, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'incitation en soi, il y a une forme de cohérence globale à avoir. Xavier Lemoine, je vous vois vous agiter. Non, je me gite pas, mais ce que je veux dire... Dodeliner alors. Dodeliner. La contrainte n'est pas utile. C'est comme si vous nous disiez un constructeur automobile qui continuerait à vendre des voitures polluantes alors qu'à côté, ils font des voitures de moins en moins polluantes. À un moment donné, je dirais, le client, il va aller là où c'est vertueux et pas continuer là où c'est pas vertueux. Imaginez que dans le bâtiment, les gens se désintéressent de la manière dont ça a été construit et des externalités négatives bien cachées. De moins en moins. Et un des arguments de vente aujourd'hui, c'est justement l'éco-construction. C'est le pourcentage, par exemple, de matières recyclées dans les constructions neuves. À un moment donné, on peut dire j'en veux pas, sauf que je constate moi qu'en l'espace de 3 ans, sur un chantier de démolition, on arrivait il y a 3-4 ans à recycler à peu près 30% des matériaux. Aujourd'hui, les techniques, en l'espace de 3 ans de temps, c'est 95% maintenant des matériaux de déconstruction que l'on arrive à recycler ou à revaloriser. Ça y est, on a passé le pas. Alors les quelques promoteurs ou quelques grands majors ou entreprises qui diraient c'est pas pour nous, mais ils sont déclassés. Je dirais c'est un avantage compétitif déterminant que d'être vertueux. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cette forme d'incitation est finalement elle se fait par le bon exemple. Beaucoup plus maligne qu'une contrainte. Bien sûr. Richard Delagnola, c'est également votre opinion de maire? Oui, parce que l'épée dans les reins, c'est précisément la réussite de ces modèles. C'est au fond, le fait qu'ils s'installent quelque part et qu'ils soient incontournables. Nous venons de lancer la construction d'un centre de loisirs et on le fait avec des matériaux chimiquement purs. On le fait avec des systèmes thermiques qui permettent qu'il n'y ait pas d'évacuation d'air et de chaleur. On le fait aussi avec une récupération de l'eau, du ruissellement. On le fait avec un système géothermique à Thiers. Bref, ce centre de loisirs est tout à fait valorisé par ces modes de construction. D'ailleurs, la métropole du Grand Paris, au titre de l'environnement, nous a accordé une subvention parce que ce centre de loisirs est un centre modèle au regard de toutes les règles qu'on s'est assigné à respecter. Alors, élargissons le spectre de vie et parlons des déchets peut-être d'une manière encore plus globale, puisque l'idée de cette économie circulaire, c'est finalement de considérer les déchets, l'ensemble des déchets ménagers et autres, comme autant de nouvelles matières premières. Célia Davescovi, est-ce qu'on peut vraiment considérer que tous les déchets sont une forme de matière première qu'on peut réutiliser? Franchement, je ne saurais pas vous répondre en termes scientifiques, mais en termes philosophiques, oui, très certainement. Il faut vraiment changer notre regard sur les déchets. Mais je pense que pour changer de regard, on doit se rendre compte que ce qui est une ressource pour moi va peut-être continuer à être un déchet pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et donc là où pour moi il y a un autre effort de cohérence que peut faire le SCOT, que peut faire la métropole, c'est dans le fait de créer cet écosystème dans lequel on communique. Bien sûr. Donc je vous donne un exemple bête, mais qui pour moi est révélateur. Donc pour analyser nos déblais, mais ça vaut pour d'autres types de déchets évidemment, nous avons besoin d'avoir des carottages. Or, les terrassiers font les carottages. Mais aujourd'hui, ils font les carottages, des sondages de sol. Ils prennent de la terre, ils la mettent de côté, ils l'analysent et puis ils la jettent.
Nous, on va la récupérer parce qu'on va continuer nos analyses pour comprendre les propriétés des matériaux. On a besoin de mettre un film plastique autour de ces carottages pour les bâcher, pour les protéger de l'humidité. Et j'ai dû aller aujourd'hui acheter du film plastique parce que le terrassier... Ah, ça a dû vous faire mal, ça. Alors ça, Voilà. je vous imagine... Je confirme. Déjà, c'est du plastique. Je vous imagine dans votre supermarché au rayon des films plastiques. Pour donner, là, ça a dû... oh là là. Du film Et plastique payer en à un plus à la terrassier caisse. et payer à la caisse. Ouais, si voilà. en plus vous l'aviez Et je volé, ne au vous moins, dis pas ça. pour retenir une bonne commande à la ville de Sevran à quel point c'est long. Et pourquoi? Parce que pour le terrassier, il n'y a aucun intérêt à garder ses carottages, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas cette logique de valorisation. Son métier, c'est de sortir la terre et aller l'amener quelque part. Voilà, il est payé pour ça. Et cette logique de dire, OK, pour moi c'est un déchet, pour quelqu'un d'autre c'est une ressource, il faut des acteurs qui sont en capacité de faire communiquer les différents porteurs de projets. Et ça, je pense que la métropole, elle peut le faire. Xavier Lemoine? Comme illustration concrète de ce que la métropole va mettre en place, je parlais tout à l'heure du réemploi des matériaux de déconstruction, puisqu'aujourd'hui on ne démolit plus, on déconstruit, ce qui est beaucoup plus noble déjà comme geste. Eh bien, c'est de pouvoir trouver des terrains. Le mot est intéressant aussi. Le mot est intéressant, mais il veut dire quelque chose. On ne démolit pas, on déconstruit. Moi, j'ai connu les premières démolitions dans le cadre des projets de renouvellement urbain où on pétardait les tours, ensuite où on les cassait à grands coups de bulles ou de grues. Aujourd'hui, c'est fini. Chaque matériau est identifié au départ, récupéré pour sa filière, revalorisé dans la plupart du temps, et c'est vraiment une déconstruction. Encore faut-il que ce que je déconstruis puisse être réutilisé, mais ce n'est pas dans les 15 jours qui suivent que ça va être réutilisé dans le chantier d'à côté. Donc il faut des plateformes de stockage, matériau par matériau, qui sont en fait après des boutiques à ciel ouvert pour ceux qui ont 1 an, 2 ans ou 3 ans après des chantiers et qui se disent bon bah là je sais que j'ai une ressource qui a été déconstruite il y a tant de temps et que je peux réemployer. Et donc la métropole, elle, a la capacité de mettre en convergence l'ensemble des acteurs et de prévoir des terrains en zone industrielle ou autre qui permettent ce genre de service. Vous avez un exemple tout à fait probant à Bordeaux et qui fonctionne sur toute, je dirais, la région Aquitaine et qui est remarquable à visiter. Eh bien, je dirais, nous avons la même ambition et c'est un acteur à dimension métropolitaine, de même que c'est la métropole de Bordeaux qui s'est occupée de cette affaire. Et donc, le service que l'on peut rendre, une illustration de ce qui vient d'être dit par Madame. Mais Yvon Itzkovitch, c'est bien beau, là, de déconstruire, de stocker ensuite les matériaux sur des terrains, mais il faut avoir ces terrains, il faut pouvoir les trier, tout ça, ça coûte de l'argent quand même. Ah, oui, mais les camions, c'est pas vous qui les payez, quoi. Là, voilà, non, mais, moi, je me fais l'avocat du diable un peu. C'est hein. pas tant une question de moyens, c'est une question de se donner l'objectif de le faire, parce que comme disait Xavier Lemoine, ça coûte aussi. Enfin, le transport coûte cher, et de plus en plus cher d'ailleurs. Il a des coûts, des externalités négatives énormes. On voit aujourd'hui, je suis revivante aujourd'hui, les transports totalement saturés, notamment la circulation voiture est totalement saturée. Et, on vous sent un peu énervé là. Non, mais on sent que les externalités négatives, elles sont fortes. Et donc, évidemment, il y a une question de coût. Mais la première des questions, c'est comment on organise l'espace pour que ces circuits courts soient possibles. Et bien évidemment, si on ne le fait pas aujourd'hui, eh ben c'est sûr que dans 15 ans, on n'aura pas une métropole qui aura avancé en termes d'économie circulaire, 15-20 ans, parce qu'on ne sera pas donné les moyens de le faire. Et le travaux du GPE, 2030, 2035, les dernières livraisons de gare, Grand Paris Express, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est à horizon de l'année prochaine. C'est un horizon un peu long, c'est un temps un peu long, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y mettre maintenant. Et je devance une question que vous me posez d'habitude, vous ne l'avez pas posée, donc je la devance. Je dis, mais pourquoi on... Maintenant, vous faites les questions et les réponses. Voilà. Je vais aller m'asseoir au premier rang. Et ça me permet de dire, mais on dit, mais pourquoi la métropole du Grand Prix, elle est pressée de faire un SCOT, finalement Lyon, ils ont mis 10 ans. Ah oui, ça c'est ma question. Alors dites donc, allez-y. Igor Itzkovitch, une question qui me brûle les lèvres. Lyon a mis 10 ans à faire ce SCOT. Pourquoi faites-vous ce SCOT à marche forcée à Paris? On le fait bien. Hein. Faut que je me prépare parce que je ne m'attendais pas à la question. Oui, absolument. Justement parce que là, c'est un sujet, il y a urgence, pas une urgence au sens, comme on l'entend d'habitude, mais une urgence à prendre la décision. Parce que si on ne la prend pas maintenant, on ne pourra pas, dans 15 ou 20 ans, avoir ces politiques-là. Et donc, si on dit, bon, on a le temps, hein, mais Lyon, c'est 2,5 millions d'habitants, 10 ans, nous, on en a 7 millions, alors mettons 20 ans pour faire un SCOT.
Si on ne définit pas les règles ensemble dès le départ, eh ben, dans 15 ans, on aura toujours le même débat. Il y a qu'à Faucon, il fallait. Aujourd'hui, on le fait. Alors, j'entends que le temps est un peu pressé, que chacun, le rythme du calendrier électoral, le rythme du calendrier politique de la France n'est pas celui de l'économie circulaire. C'est important à prendre en compte, mais nous, on a une obligation de responsabilité. Les maires, les élus qui forment la métropole, c'est de prendre des décisions maintenant. Richard Delagnola, vous avez un micro chacun, mais enfin, voilà, c'est juste pour vous dire. Voilà. Oui, c'est une question de temporalité. Il faut donner du sens aux choses. Et donc, il faut pouvoir les définir et permettre ensuite, au fond, à ce que les choses se dessinent telles qu'on les avait prévues. C'est Jean Jaurès qui disait « c'est en arrivant à la mer qu'un feul est fidèle à sa source ». Et donc, si on ne commence pas, on n'y parvient pas. Et donc, c'est, au fond, la démarche qu'on a engagée. Alors, il y a une très bonne question qui vient d'arriver sur le compte Twitter. Je vous le répète, Scott MGP, vous pouvez envoyer vos questions. Très bonne question, parce que c'est celle que je voulais poser. Parce qu'on parle là, depuis le début de ce débat, des déchets du BTP. Alors, c'est très bien, hein, mais il y en a quand même beaucoup. C'est 70% des déchets que plus que les déchets ménagers. Prenez votre... Les déchets du BTP, c'est 70% des déchets produits. Donc les ordures ménagères, c'est un vrai souci, hein, une vraie question. Mais enfin, ceux du BTP en sont 70%, ça pèse. Non. Donc on a vachement bien fait de commencer par parler des déchets du BTP. Pas que commencer, parce que je dirais, vous avez d'autres obligations sur les déchets ménagers, mais c'est pas la compétence de la métropole, c'est davantage la région et puis les pouvoirs publics en général qui l'ont. Mais le fait que nous soyons obligés d'ici 2025 de trier la partie fermenticible des ordures ménagères, vraisemblablement derrière pour trouver une filière ou méthane et ou compost à brève échéance, c'est une vraie question. Et moi, je suis vice-président aux finances d'un syndicat d'ordures ménagères. C'est un vrai sujet. La question de l'enfouissement qui doit diminuer fort heureusement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on recycle? Comment on récupère? Comment on valorise? Etc. etc. Ce sont des vraies questions, mais elles ne sont pas de la compétence, je dirais, de la métropole. C'est très proche de l'économie circulaire, mais ce n'est pas une compétence de la métropole. Donc c'est pour ça que là, pour le coup, les maires, je dirais, il est rare que, enfin, les kilos de béton coulés dans nos villes, ils passent forcément à un moment donné par un permis de construire. Donc, ils passent forcément entre les mains du maire. Donc, si le maire est vertueux dans ses demandes, de ses exigences vis-à-vis des promoteurs diverses et variés, que ce soit pour une zone industrielle, du pavillon ou un grand ensemble, peu importe, eh bien, je dirais, et là, on est sur des montants, sur des volumes considérables, avec des impacts économiques en termes de filière considérables. Et donc, c'est normal et légitime qu'au niveau d'une métropole, 7,5 millions d'habitants, je répète, 25% du PIB, eh bien, on puisse donner un signal clair. Et là, les industriels ont tout intérêt, quand ils savent que vous avez des ensembles entiers comme une métropole parisienne qui bascule sur ces systèmes-là, de se dire, bon, bah, le signal, il est clair, on peut investir, on peut faire de la recherche et développement, on sait que derrière, voilà, il y a une continuité, c'est pas juste une initiative. Mais je voudrais revenir sur, parce que l'exemple de Sevran, moi, je le trouvais extrêmement vertueux. Moi, je construis une nouvelle école. Et j'ai demandé, OK, terre cuite. Et l'architecte nous a dit, alors il se trouve que le sous-sol de Montfermeil y est propice, il m'a dit, monsieur le maire, on va terre crue, on va récupérer la terre des fondations, les analyses de sol le permettent. Bon, il y aurait pas eu, voilà, il y a un deuxième maire qui va sans doute le faire, troisième maire, j'ai pris également exemple sur l'école de Rosny-sous-Bois qui est exemplaire de ce point de vue-là. Et après, on se copie, et on copie les autres. On regarde toujours sur l'épaule du voisin comment il fait. Et puis, ce qu'il fait bien, c'est normal, c'est légitime. Donc, à l'école, c'est pareil. C'est pareil. Oui, mais j'ai jamais eu de bonne note pour autant. Bon, mais ce que je veux dire, voilà, c'est vertueux. C'est vertueux. Et c'est ça qu'il faut regarder. Bon, mais 70% des déchets sont des déchets du BTP. Je me demande si j'ai pas envie d'arrêter de trier mes boîtes en carton et après ce que vous venez de me dire. Mais tout de même, ces déchets ménagers, et même si c'est pas totalement, évidemment, de la responsabilité de la métropole, l'idée de construire, de concevoir un écosystème qui puisse à la fois, ben évidemment, ce sont les maires qui récupèrent les déchets. Ensuite, vous avez des industriels qui vont les trier, qui vont les valoriser. Mais enfin, tout cela ne peut prospérer que s'il y a un écosystème qui va dans le bon sens, Yvan Liskovic. Alors, c'est à nous de donner le sens. Richard l'a dit, c'est à nous de donner le sens. On a pris l'habitude, souvent en Ile-de-France, mais en France,
de perdre la responsabilité et le pouvoir qu'ont certains élus, notamment les élus locaux, à impulser un cap. Évidemment, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais quand on le maîtrise, il faut le prendre, la responsabilité. Il faut dire, c'est nous qui allons fixer le cap. Mais l'écosystème en lui-même, il existe. Vous l'avez dit, 70% du BTP. Mais qu'est-ce qu'on dit depuis 8 réunions sur ce qu'on est en train de faire dans la métropole? Eh bien, on le sait, c'est pas un secret. Il y a et pas que le Grand Paris Express, dans les 10-20 ans qui viennent, les chantiers de BTP vont pas baisser. Parce qu'il faut produire du logement, on trouve même plus de grues, tellement il y a de chantiers. Parce qu'il faut produire des équipements publics, parce qu'il faut produire des équipements tertiaires, parce qu'il faut il faut aménager des parcs, parce que c'est ça aussi, le BTP, c'est pas que de la construction, voilà, c'est tout, c'est globalement l'ensemble de ce qu'on peut faire pour aménager le territoire. Et donc, si on a cet écosystème, c'est-à-dire la source des déchets, 70%, qu'on a ensuite les circuits, et qu'on sait où on va, mais il existe l'écosystème. Mais par contre, c'est à nous de donner le sens. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas créer l'écosystème. Il existe déjà. Par contre, il faut qu'en effet, on ait la force et pas la main qui tremble face aux pressions économiques, aux pressions du marché, peut-être aux pressions d'opposants, il y a forcément des opposants à l'économie circulaire, il y a forcément des gens qui vous expliquent que c'est pas bien, des techniciens, des politiques, plein de gens, il y a toujours... il y a des parts de marché. Quand vous innovez, vous avez toujours des opposants, des résistances. C'est inhérent à toute innovation. Il y a toujours une résistance. Le marchand de briques traditionnel, allez lui demander ce qu'il pense par exemple, de ce que ça va, s'il y a des biscuits, il va vous dire, il faut que les élus aient une volonté forte. Et c'est plus facile d'avoir une volonté forte à 131 maires que, comme le disait Xavier Lemoyne, tout seul dans son coin. Mais si le maire de Sevran, le maire de Montfermeil, quand il construit un centre de loisirs ou une école en terre crue, il a sa volonté. Mais s'il est accompagné dans cette volonté par 131 autres maires qui ont une cohérence d'ensemble, c'est pas la même chose. Célia Devescovi. Juste pour compléter, par rapport à la question, est-ce que ça concerne que les déchets du BTP? Non, même si effectivement c'est une part très importante et que la métropole est particulièrement pertinente là-dessus. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on a tous intérêt à travailler au recyclage, à la valorisation des déchets. Et je pensais notamment aux déchets alimentaires, au gaspillage qui se fait sur les marchés alimentaires, par exemple. Et je sais que la ville de Paris, je le sais pour la ville de Paris, mais il y a sans doute d'autres villes qui le font, qui ont des accords avec des associations qui récupèrent les invendus à la fin de la journée de marché et qui les redistribuent à des personnes en difficulté. Donc c'est un exemple. Tout notre mode de vie, en fait, peut être analysé sous cet angle-là. Qu'est-ce que je produis comme déchet et en quoi je peux éviter de produire un déchet, en quoi je peux le transformer en fait. Comment je peux allonger la durée de vie de cet objet et in fine, qu'est-ce que ça peut devenir d'autre? Le textile aussi, l'eau usée en fait, elle peut être utilisée pour produire de la chaleur, donc il y a plein d'exemples. J'ai une question là, puisque on parle de déchets et là on parle de déchets ménagers, mais c'est Mélanie de Choisy qui pose cette question, donc je me fais son porte-voix. Bonsoir Mélanie. Quelles sont les initiatives prises pour valoriser les déchets ménagers et notamment les biodéchets? Comment généraliser les pratiques de compostage par exemple? Ça c'est pas du tout du domaine de la métropole, c'est du domaine, on va dire, de l'individu, quoi. Est-ce que juridiquement, c'est la région qui a, à travers le plan régional d'élimination des déchets, a la responsabilité d'orienter et d'organiser l'ensemble des filières, hein. Ensuite, cette filière, elle s'incarne dans des syndicats d'ordures ménagères. Donc, le SICTOM est un très gros syndicat qui couvre quasiment une bonne partie, en tout cas, de la région parisienne. Puis, il y a d'autres syndicats de moindre taille. J'appartiens à un syndicat de 30 communes, 300 000 habitants, avec une usine de tri, un incinérateur, bientôt une participation financière, je dirais, dans une usine de méthanisation. Alors, effectivement, pour répondre à la question, aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas de filière organisée, puisque c'est pour 2025 que nous sommes tenus de trier la partie fermenticible. Après, il y a deux grandes solutions. C'est soit le compostage, effectivement, soit à domicile, comme on l'incite déjà dans un certain nombre de syndicats quand c'est possible. De plus en plus d'expériences se font de syndicats, y compris en milieu urbain dense, sur des copropriétés, des ensembles, des logements sociaux, et ça marche, parce que je dirais le retour de la nature
voiture en ville est également très porteur en ce moment, et donc derrière il y a des associations qui mettent ça en valeur, ou la question de la méthanisation, avec effectivement l'implantation de ces usines qui peuvent pas ou plus difficilement se mettre pour l'instant dans l'état actuel de la technique en milieu urbain dense, mais qui peuvent rapidement trouver, je dirais, dans la deuxième couronne, et sans que ce soit péjoratif, parce que pour le coup c'est plus un déchet, ça devient une matière première qui permet derrière de réinjecter du gaz dans le circuit ou de faire tourner des véhicules, etc. Il y a toute une boucle, toute une filière qui se met en place. Donc tout ceci est en cours de réflexion assez intense, déjà d'initiative, puisque Paris et quelques villes de la petite couronne sont en train de tester le ramassage de la partie fermentescible des ordures ménagères pour voir quelles sont les contraintes techniques, psychologiques, d'aménagement et autres, pour justement être prêt en 2025. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parfois, on m'accuse de ne pas donner suffisamment la parole à la salle, parce que je ne la vois pas tellement s'agiter. Non, vous avez le temps de réfléchir, hein, et puis de préparer des questions absolument pertinentes. Il y en a une qui est bien là. Parce que vous parliez tout à l'heure de l'économie circulaire comme une philosophie. Est-ce que, par définition, l'économie circulaire, c'est pas la victoire des décroissants? Je ne le pense pas, parce que le décroissant estime qu'il y a trop d'humains sur la Terre. Je pense que la Terre a été créée avec l'homme, et que l'homme y a sa place, et toute sa place, et qu'il a fait la preuve depuis le début de son histoire qu'à chaque fois il a su trouver des ressources nouvelles. La décroissance, je dirais, c'est quelque chose, je vois pas à quoi ça rime. Bon, maintenant, que pour assurer un niveau de service nécessaire à une vie digne, correcte, humaine, enfin digne, je crois que c'est le meilleur mot pour résumer, on soit attentif à faire en sorte que le prélèvement soit le plus juste possible, juste en termes de justesse et en termes de justice, et qu'on relise, je dirais, les manières que l'on a eues, qui étaient des manières un peu de goujats et de nantis et de personnes qui pensaient que tout était disponible, etc. Sauf qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on bute sur ces questions-là. Et plein de scientifiques, je dirais tout à fait raisonnables, nous disent, mais désolé, nous pouvons, avec d'autres techniques d'agriculture, nourrir 10 milliards de personnes. Est-ce que le modèle extensif qui a eu son heure de gloire, parce qu'il y a une conjonction technique de ceci, de cela, aujourd'hui, regardez ce qui se passe au niveau de la permaculture. Il y a une révolution copernicienne, je dirais, sur les méthodes d'agriculture qui est tout à fait intéressante. Et on redécouvre, je dirais, des sagesses que la nature recèle en elle-même. Nous, on est venus un petit peu avec nos gros sabots. C'était utile, peut-être nécessaire à un moment donné, que sais-je. Bon. Donc c'est vraiment une introspection de fond qui, je ne milite pas pour moi pour de la décroissance, mais pour de la justesse, ou de la justice, ou aux deux sens du terme, de ce que je vais prélever, la manière dont je vais consommer, partager, pouvoir réparer, faire durer, et ensuite repartir sur un nouveau cycle. Je trouve que c'est assez vertueux, et je ne vois pas où est la décroissance. Mais enfin là, je ne vois pas où est la décroissance. On ne cherche plus de la croissance, là, pour le coup. Non mais attendez, la croissance pour la croissance, je pense qu'elle nous a tous tués, elle est en train de nous tuer. Donc très honnêtement, si c'est pour défendre le modèle de gaspillage qu'on a connu ces 40 dernières années ou 50 dernières années, je pense qu'on en est tous revenus et qu'inconsciemment, on sent bien que c'est plus soutenable. Donc c'est pas, attention, je ne suis pas décroissant. On cherche le juste équilibre, en réalité, je crois que tout est là. Le modèle de la décroissance est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Souvenez-vous, le Club de Rome, en 1975, édité un gros rapport, Stratégie pour demain. C'était un modèle de la croissance zéro. Et c'était dans l'air du temps de l'époque. Tous les grands experts, tous les grands spécialistes disaient qu'il fallait aboutir à une croissance zéro pour que l'humanité ne soit pas débordée par toutes ces consommations. Enfin, tous les grands experts, tous les grands spécialistes de l'époque. Certains experts préconisaient cette voie. Le rapport. Et tous les schumpeteriens qui disaient pas du tout la destruction créatrice. Ce rapport, donc Stratégie pour demain, croissance zéro, Club de Rome, a fait long feu. Et aujourd'hui, c'est le juste équilibre qu'il faut atteindre. Au fond, ne pas dépasser les besoins immédiats de l'homme dans toutes ses composantes et dans toutes ses consommations. Et si on arrive à ce juste équilibre avec le recyclage de ce qui est possible de recycler, nous aurons atteint l'objectif. Célia Devescovi, vous êtes une décroissante.
Vous êtes une décroissante. Si vous le dites. Non, c'est une question. Je dirais que je n'ai pas la même vision de la décroissance, effectivement, que celle qui vient d'être exprimée. C'est-à-dire que je pense que c'est une piste qui mérite d'être explorée et qui n'est pas du tout négative. Voilà, j'ai une vision plutôt positive, intéressante, comme une optimisation des ressources, y compris des ressources humaines. Mais au-delà de ça, je ne pense pas, pour répondre vraiment à la question... ressources humaines? Les ressources de l'humanité, en fait. C'est-à-dire que je ne pense pas forcément qu'il faille diminuer le nombre d'habitants sur la Terre, mais en revanche, le mode de vie peut changer radicalement. Et pour moi, être décroissant, c'est vraiment un changement radical du mode de vie. Mais ceci dit, je ne pense pas que l'économie circulaire soit forcément le début de la décroissance. J'aimerais bien, mais ce n'est pas forcément le cas. Parce que je crois que l'économie circulaire reste compatible avec un modèle économique dont le développement... Qui se fonde quand même sur la croissance, sur l'activité économique. On va dire qu'aujourd'hui, le vous terme allez me dire croissance... que c'est dépassé, Xavier Lemoine. Chaque trimestre, on scrute l'activité économique, on dit 0,1 point, c'est 200 000 chômeurs en moins. Je vais prendre un exemple. Je suis motard. J'aime bien la vitesse. Mais quand, bon, je ne veux pas dire à combien je monte, etc., je me dis, attends, tu es vice-président de l'économie circulaire. Et vous étiez très à l'heure quand même à la réunion. Oui, hein, justement. Voilà. Et tu étais en train de cramer 15 litres au 100 ou 20 litres au 100 sur ta moto parce que tu montes à je ne sais pas combien. Bon. Si l'économie circulaire consiste à trouver une moto qui consomme 2 fois moins pour que je puisse aller 2 fois plus longtemps, 2 fois plus vite, elle ne sert à rien, l'économie circulaire. Donc c'est en cela que je rejoins Madame, en disant qu'à un moment donné, on peut aussi s'interroger sur nos modes de vie, et que si c'est effectivement trouver, je dirais, minimiser la ressource empruntée, mais pour continuer à la gaspiller, parce qu'on a envie... là, il y a un vrai sujet. Et donc là, je peux la rejoindre. Et donc, ça interpelle aussi le comportement profond. Est-ce utile, de l'utilité de ce que l'on fait ou fait pas? Mais il suffit... Enfin, moi, je demande à ce qu'on puisse continuer à être bien logé, bien chauffé, bien nourri, bien habillé, bien soigné, etc. Une fois qu'on a assumé ça... Il y a peut-être des choses un peu superflues dans nos modes de vie qu'il faut interroger, parce que je dirais, c'est pas parce que la moto que l'on a, elle consomme 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois ou 6 fois moins, ou même qu'elle est électrique, mais qu'elle monte, voilà. Comprenez, à un moment donné, il y a des questions de fond à se poser. Donc c'est peut-être comme ça qu'on peut se rejoindre. Mais le superflu, c'est ce qu'on appelle la société de consommation. C'est là-dessus que ça se appelle. Yvan Leskovitch, on s'aperçoit que finalement, ce sujet de l'économie circulaire, c'est un sujet hautement politique. À la métropole, avec vos 131 communes de couleurs politiques différentes, vous arrivez à trouver une cohérence, vous arrivez à dégager à peu près un chemin que tout le monde a envie de suivre? Alors, j'ai envie de vous dire, Olivier de Lagarde, c'est pas parce que c'est politique que c'est partisan. Oui, c'est politique. Ça peut être parfois un peu dogmatique, il peut y avoir des chapelles. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que sur ce sujet-là, qui est éminemment politique, il peut y avoir des résistants, des opposants, des gens qui disent, moi, je n'y crois pas, ce type de modèle. Mais entre ceux qui sont partisans et ceux qui sont opposants, je ne pense pas que ça recouvre des clivages partisans. Je pense que ça recouvre d'autres clivages, qui peuvent être des clivages qui correspondent à l'histoire de chacun, l'histoire des territoires de chacun, des clivages générationnels, je le dis, des clivages. Il y a plein de clivages qui ne sont pas des clivages partisans. Donc c'est politique, mais c'est pas partisan. Pour autant, moi, ce que je dis, c'est politique, et en plus c'est métropolitain. Pourquoi? Vous avez le mot de l'a dit, vous l'avez dit, si c'est la seule ville de Sevran en cycloterre, ou voire même un seul groupement d'intercommunalité qui est parti à l'écosystème, il sera beaucoup moins puissant. Et on le voit aujourd'hui, les problématiques de la zone dense, notamment en termes de logistique, en termes de déchets, ils existent. Okay. Quand vous êtes à Montfermeil, quand vous êtes à Thiers, c'est un nombre de problématiques qui sont assez récurrentes. Donc ça veut dire que ça dépasse les frontières administratives des communes, des intercommunautés, de ce que vous voulez, au-delà du débat institutionnel, et que c'est un sujet de fond. Et donc qu'il est éminemment politique et éminemment métropolitain. C'est pour ça qu'on en parle. Même s'il y a des sujets de compétences pour la région, et que les déchets, voilà, c'est quelque chose qui est partagé par plein d'acteurs. L'ADEME aussi est un certain nombre de politiques, de mise en œuvre d'opérations de soutien envers les communes qui font la méthanisation.
Mais ce sujet, au-delà des compétences stricto sensu, il est extrêmement métropolitain. Xavier Lemoine. Tout à l'heure, le président Ollier, je m'attendais à ce qu'il sorte sa formule fétiche concernant la métropole. Il dit la métropole, c'est une métropole de maires, une métropole par les maires et une métropole pour les maires. De, par, pour. C'est une très grande force. Ça veut dire que nous sommes capables, à une échelle territoriale de 7,5 millions d'habitants, 131 communes, parce qu'on partage les mêmes soucis, de partager ces soucis et de trouver des solutions communes. Et toutes les délibérations qui ont été prises jusqu'à maintenant l'ont été quasiment toutes à l'unanimité. Après discussion, bien sûr, technique, etc., peut-être politique au sens noble du terme, mais prises à l'unanimité. Ça, ce sont des grands axes directeurs qui sont pris. Et ensuite, c'est incarné par les maires, par les mêmes maires qui ont voté la métropole et qui retournent devant leurs électeurs et qui disent, voilà, sur ce problème-là, eh bien, à 131, on s'est mis d'accord là-dessus et on vient incarner la décision dans sa ville avec éventuellement les spécificités qui ne dénaturent pas, je dirais, la philosophie générale de la délibération, mais qui l'adaptent aux réalités de terrain. Très honnêtement, les inondations, je suis sur le point de culminer dans la Seine-Saint-Denis. Quand on délibère sur Adopi, sur les inondations, je suis pas. Gémapi, pardon. Adopi, c'est autre chose, oui, mais enfin. C'est pareil, ils sont débordés. Mais, voilà. Donc, et c'est ça la grande force de la métropole, c'est qu'il y a une vision stratégique et une incarnation territoriale. On a la bonne dimension, la bonne échelle stratégique et la proximité et la réactivité qui est encore donnée aux maires. Et c'est la force, je dirais. Et pour l'économie circulaire, eh bien, on a institué ce qu'on appelle un G142, G pour groupe, où dans chacune des communes, 131 plus les 11 territoires, donc ça fait 142, il y a un référent politique et un référent technique sur l'économie circulaire. Ce qui fait que c'est à partir de ce qui se vit dans les communes que l'on essaie de voir ce qui peut remonter ou être organisé ou mieux organisé au niveau de la métropole, avec un versus technique, versus politique, et la métropole, au regard de ses grandes orientations, redescend l'économie circulaire au niveau du référent technique et politique de chacune des communes. C'est une espèce de respiration, et bien ça fonctionne assez bien. Et il n'y a pas de litige dogmatique, il y a de vraies discussions de fond, mais de nature politique et non pas partisane, et je reprends tout à fait la définition, et c'est la grande force de la métropole, c'est aussi la force du président Ollier, c'est la force de tous ceux qui ont voulu cette métropole et qui l'ont portée d'une manière ou d'une autre sur les fonds baptismaux, mais c'est le talent effectivement du président, je crois qu'il lui est reconnu par tout le monde, au-delà des sensibilités politiques, de permettre cette culture de la politique et non pas du partisianisme. Sylvia Devescovi, venez à mon secours, parce que là je suis pris en tenaille par 3 vice-présidents de la métropole qui me disent évidemment que la métropole c'est la merveille des merveilles, que tout le monde s'entend bien, que l'économie circulaire au milieu de tout ça, c'est poussé, c'est promu, ça marche aussi bien que ça? Je pense que ça marche très bien tant qu'on reste au niveau des enjeux. Vous me cassez ma baraque. Laissez terminer la phrase. Tant qu'on reste au niveau des enjeux, des grandes orientations, tout le monde est pour. Je n'imagine pas quelqu'un être contre la définition d'économie circulaire, vraiment. Aujourd'hui, en tout cas. Quelqu'un d'intelligent. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand on descend sur le terrain et qu'il faut faire des arbitrages et qu'il faut prioriser. Tout à l'heure, Xavier Lemoine parlait du fait de réserver des sites à l'échelle métropolitaine pour valoriser des déchets, des plateformes de valorisation. Très bien. Donc il faut faire un choix. Il faut choisir quel foncier on valorise pour ça, on dédie à ça. Et ça veut dire que sur ce foncier, il n'y aura pas, par exemple, d'espace vert. Il n'y aura pas d'habitation. Il n'y aura pas d'école. Donc c'est un foncier qui va être utilisé pour ça. Et là, les questions politiques, éventuellement partisanes, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens vraiment des choix qu'on doit faire, là, elles vont réémerger. C'est exactement ce que vous dites est tout à fait vrai. Et après la grande orientation, il y a la décision plus précise. Et même s'il y a une déclinaison sur les territoires, il faut qu'à un moment donné, on puisse dans le concret. Et franchement, et moi je le dis, et c'est ce qu'il nous est parfois reproché. On nous dit, mais vous savez, un Scott, ça peut être très bien de l'eau tiède. Hein. Tout le monde est d'accord de grande orientation, mais une fois qu'on a... Là, c'est pas le cas. Là, ce qu'on essaie de faire avec le président Ollier et l'ensemble des vice-présidents qui l'accompagnent, c'est de dire, oui, il faut que ce soit quelque chose qui recouvre un minimum de consensus, parce qu'on ne peut pas imposer non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas décider.
et notamment sur le fait de réserver, ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'éco-construction, la construction bas carbone, les cycles les fonciers qu'on va réserver pour des plateformes de logistique, notamment en termes de déchets, d'économie circulaire, et il va falloir prendre des décisions fortes. Elles sont aujourd'hui dans le document qui est soumis à discussion, qui est soumis à concertation, etc. J'ai envie de vous dire, je ne dis pas qu'on est en train de révolutionner et tout, je vous dis qu'on est en train d'avancer. Et c'est pas que sur ce sujet-là. Il y a d'autres sujets, on a vu depuis 8 réunions Olivier de Lagarde, que sur chaque sujet, on est au-delà de la grande orientation. La grande orientation, elle est au stade d'avant ce qu'on appelle le projet métropolitain. Ça, on l'a débattu. Bon, les élus en ont débattu. Maintenant, on est au stade de choses plus proches, plus précises. Pourquoi? Je vous donne des exemples. Il y a des cartes très précises avec des schémas, des zones qui sont fléchées, etc. Donc on est au-delà de l'orientation. Vous avez totalement raison, c'est l'écueil. C'est-à-dire que quand on fait la grande orientation, tout le monde est d'accord. Maintenant, quand il faut mettre la plateforme, aller trouver un maire ou un président de territoire pour dire bon, bah, la plateforme, il va la mettre chez toi. Là, c'est un sujet. Et c'est pour ça que c'est métropolitain. Parce que si c'est pas l'échelle métropolitaine, c'est ingérable. Parce que du coup, c'est évident que chaque maire, dans les frontières administratives de sa commune, ne peut pas lui-même gérer un écosystème d'économie circulaire à une échelle pertinente. Vous l'avez dit tout à l'heure mieux que moi, parce que vous êtes une spécialiste. Donc là, je permets de le dire, ça nous est reproché, donc autant en faire une force. On est au-delà de la grande orientation, là, cette fois-ci. Richard Delagnola, vous êtes un maire de terrain, le maire de Thiers. Vous sentez vos administrés sensibilisés à ce type de problématique? C'est des choses dont on vous parle ou parce que c'est important aussi quand même. Et quand on est un maire, on doit se faire réélire ou voilà, on doit être en phase avec ses administrés. Alors nous sommes de plus en plus dans cette problématique. En tous les cas, la sensibilité des gens s'est aiguisée au fil du temps. Mais nous sommes au cœur des contradictions, puisqu'au fond, quand on dit d'une part que la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, doit construire 70 000 logements par an, avec tout ce que ça génère, et que l'on voit des territoires perdus de la République et ces grandes fractures dans le pays, il y a d'un côté ces métropoles qui grossissent et qui ont une sorte d'apoplexie dans le fait qu'elles grossissent de manière permanente, et nous sommes justement dans la volonté de discipliner cette extension permanente de nos métropoles et d'assurer un équilibre avec les autres territoires qui sont aujourd'hui des territoires qui souffrent et qui n'ont plus ces mêmes chances que nous. On sent bien la désertification qui s'est opérée, on voit les grandes fractures à la fois territoriales mais aussi entre les métropoles, Paris et la province. Tout ça, c'est des questions qui ne peuvent pas être évacuées comme ça. On ne peut pas s'en affranchir. Et donc nous sommes, nous, dans un monde qui va, dans un monde qui avance. Nous sommes évidemment sensibilisés par toutes ces questions qui sont de plus en plus prégnantes pour nous, parce que précisément, ce monde se développe de plus en plus, qu'on fixe des objectifs et qu'on cherche le bon équilibre, qu'on cherche à discipliner, au fond, cette vague qui, aujourd'hui, dans les grandes métropoles, nous amène vers l'avant et qui montre de plus en plus la différence avec les autres territoires du pays. Et donc, il faut qu'on ait conscience, quand on développe notre métropole, quand on parle de croissance chez nous, ou de maîtrise de la croissance, ou de volonté de réduire, évidemment, nos consommations, il faut penser qu'on doit trouver cet équilibre aussi avec le reste du territoire, sinon ces fractures deviendront béantes demain. Alors, on a un livre de Fourquet qui parlait de l'archipel français et qui montre bien, à la fois sur le plan géographique, sur le plan territorial, sur le plan des communautés, sur le plan des niveaux sociaux, que cette France est fracturée et couturée de partout. Et donc, nous devons être vigilants non seulement à l'intra, pour notre métropole, mais vigilants aussi pour cet équilibre entre les territoires et nous. Xavier Lemoine, à Montfermeil, il y a beaucoup de vos administrés qui s'intéressent au fait que l'école ou la future école va être construite en terre crue, issue du terrain même. Est-ce que l'économie circulaire, c'est un sujet le samedi matin sur les marchés? Alors, on n'est pas forcément directement interpellé avec ces mots savants, mais on est directement interpellé parce que l'économie circulaire permet de faire. Alors, la question de la cantine scolaire, monsieur le maire, est-ce que la prochaine fois, vous organiserez les circuits courts? Ils en ont entendu parler, ça leur dit quelque chose.
alors que notre DSP il a 19 ans d'âge, donc il y a 19 ans, on ne faisait pas comme ça. Est-ce que vous allez, monsieur le maire, rentrer un peu plus sur la nourriture bio pour nos enfants, parce qu'on en entend parler, etc. Alors, il faut se mettre d'accord sur ce que veut dire bio, mais bon, ça, on m'interpelle. Ça fait 3 ans que j'ai organisé des cours de permaculture. Ce sont des dizaines et des dizaines de Montfermeillois qui sont initiés à ça, initiés à l'élevage de poules, initiés à l'apiculture. Donc j'ai une quinzaine d'apiculteurs sur la ville. Et je vois les choses se développer. Et on va même construire une ferme urbaine sur des bouts de terrain, mais qui intéressent visiblement des professionnels, bon, et qui viennent en complément. Tous mes centres de loisirs, toutes mes écoles, tous les hôpitaux et centres sociaux, etc., sont tous équipés d'un potager en permaculture. Tous les enfants sont en contact avec la nature. Y compris dans les cités les plus dures, qui ont fait l'objet d'un PRU. J'ai des jardins partagés et qui fonctionnent merveilleusement bien, et on me demande, etc. Donc il y a tout un ensemble, je dirais, de petits phénomènes. Alors ça peut paraître tout à fait anecdotique et stupide, mais ça me semble-t-il, ça ne l'est pas. Ça répond à une véritable inquiétude éventuellement, attente très certainement, et vraiment à un changement de comportement. En fait, le Montfermeillois est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Il fait de l'économie circulaire où il s'y intéresse sans mettre un nom dessus. Voilà. Donc c'est à nous de avec le sens de la formule quand même là. C'est remarquable. Incroyable. Non, enfin, tout à fait. Il y a une vraie attente, et en tout cas, je dirais l'écho que l'on peut avoir. Et quand on demande des efforts, des changements de comportement, dès lors que c'est bien expliqué et qu'on voit les objectifs, très honnêtement, les choses évoluent assez rapidement et positivement. Non, mais on sort un peu de l'économie circulaire déchets proprement, mais sur l'aspect circuit court qui, pour moi, fait partie de l'économie circulaire, parce que on sait combien sont des dépenses d'énergie parfois inutiles, ça tombe de flux énormes pour avoir des choses qu'on pourrait produire de façon à proximité. C'est un exemple de la volonté politique du maire qui croise la volonté politique de la métropole. On parlait tout à l'heure d'eau tiède. Là, on est en train de prévoir dans le document qui est soumis à concertation, selon les zones, entre 10 et 20% de pleine terre sur les parcelles. Alors, je dis, mais attendez, vous imposez quelque chose. Mais attendez, comment voulez-vous faire de l'espace vert, de la permaculture, des potagers, si on n'a pas cette volonté? Alors, quand vous avez un maire qui a la volonté de le faire, c'est une chose, mais ce n'est pas le cas partout. Et si vous voulez que cette logique elle soit partagée et qu'on fixe un cap, eh ben, il faut avoir des choses fortes. Moi, c'est une des mesures fortes qu'on porte dans ce document d'orientation et d'objectifs, c'est de dire, voilà, vous ne pouvez pas dire demain, et on l'a entendu dans la concertation publique, quand on s'est promené avec un bus dans la métropole, les gens, ils ont ce besoin de cadre de vie, avec ces îlots de fraîcheur, avec ces choses qui sont, on dit, on est en milieu urbain, mais on a besoin de cette respiration. Et qu'ils soient, des électeurs de gauche ou des électeurs de droite, peu importe. Et c'est là qu'on est quelque chose de politique, mais pas partisan. Eh ben, on dit, ça paraît bête ce que je dis, mais si vous voulez un peu d'espace vert, il faut un peu de terre. Et si on ne fixe pas cette règle, on crée une forme de concurrence un peu déloyale entre les territoires, où les promoteurs vont aller, où les aménageurs vont aller vers là où on leur impose de moins de pleine terre, parce qu'ils peuvent avoir chaque mètre carré, bien sûr, de terre, et aussi potentiellement un mètre carré de logement. Ce qui est normal, ce qui est le sens du marché. Mais si ce marché n'est pas encadré par des règles qui sont les mêmes pour tout le monde, on crée une concurrence entre les territoires et là un déséquilibre qui est métropolitain. On a déjà suffisamment de déséquilibre pour pas continuer à en créer. C'est l'exemple de la règle qui, oui, elle est c'est une règle entre guillemets imposée, c'est une règle qui vient d'en haut, mais je pense qu'elle fixe un cap. Attendez, Sylvia Descovy, vous vouliez prendre la parole, puis Xavier Lemoine. Oui, je voulais prendre la parole pour dire que l'économie circulaire pour les territoires, c'est aussi de la création d'emplois. Et ça, dans une ville comme Sevran, qui, d'un point de vue économique, est une ville sinistrée, c'est vraiment important. Donc, quand on présente le projet aux habitants, la première chose qu'ils retiennent, c'est le volet emploi et le volet formation. Et donc, c'est des créations d'emplois nettes. Et je pense qu'il y a des études. Enfin, c'est pas que je le pense. Oui, je sais qu'il y a des emplois en moins chez Lafarge et puis chez les autres, quoi. Donc, bon, là, il faut tout calculer. Déjà, je ne pense pas que ce soit comme ça. Je parle de réelle création d'emplois nets. Premièrement. Et deuxièmement, ce sont aussi des emplois qui sont légèrement différents, qui permettent une vraie montée en compétences. Je crois que l'économie circulaire, c'est un modèle qui est moins standardisé que le modèle linéaire qu'on a eu jusqu'à présent. Ça demande plus d'intelligence dans les processus de fabrication, par exemple, si je parle des briques, dans des processus de mise en œuvre, d'utilisation, de recyclage. Et toute cette intelligence, en fait, elle est moins imbriquée dans le matériau, dans l'objet,
elle est plus imbriquée dans la technique de fabrication, dans la technique de mise en œuvre, dans le travail de transformation. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment permettre une montée en compétence de nos habitants. Xavier Lemoine. Savez-vous quel est le matériau qui, dans les années qui viennent, va manquer le plus à l'humanité? Vous allez me répondre à tous les coups, l'eau. Le béton. Non, le sable. Ah oui, le sable. Le sable. C'est vrai, j'ai vu ça. Oui. Et J'ai vu ça. Et donc, je dirais... C'est parce qu'on a confié à un énarque la gestion du Sahara, là, selon la vieille expression. Non, mais au-delà de ça, donc, je reviens sur les circuits courts. Le fait de pouvoir, dans la déconstruction, récupérer pour réintégrer, c'est un vrai sujet. Je vous signale que les catastrophes écologiques dues à la collecte du sable, je dirais, dans nos provinces, dans nos rivières, en front, pas de mer, parce que je dirais le sel ne permet pas la réaction derrière, mais c'est également catastrophique. Je voudrais également, donc, on faisait état des initiatives que différents maires peuvent avoir sur leur ville. Si ça reste effectivement dispersé, ça n'a pas force. C'est la raison pour laquelle la métropole, dans le cadre de l'économie circulaire, fait une étude de métabolisme urbain. C'est-à-dire qu'on répertorie tous les flux matières entrants et sortants, pour justement voir d'où ils viennent, quelles sont toutes les externalités négatives que l'on nous cache très gentiment, et comment, au regard de ces flux entrants et sortants, et de ce qui est disponible dans des rayons relativement décents, on peut, je dirais, substituer comme flux. Donc c'est une étude qui vient de commencer, et qui permettra justement de fixer un certain nombre d'orientations générales à charge pour chacun des maires, de les décliner. Et là, vous avez également un changement, je dirais, d'échelle, et suffisamment puissant pour pouvoir contraindre derrière le monde économique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On arrive pratiquement au terme de notre débat. Avant de donner une dernière fois la parole à Ivan Iskovic pour conclure, il y a une question qui pourrait aussi nous servir de conclusion. Au-delà des collectivités publiques et des entreprises, comment le citoyen peut-il investir le champ de l'économie circulaire au quotidien, nous demande-t-on? Je dirais ce sont des choses qui ont été dites. C'est vraiment une vision de la vie, du mode de vie au quotidien. C'est dans tout ce que j'achète, quels sont mes choix de consommation au quotidien. Nous sommes tous des consommateurs. Donc, est-ce que j'utilise des emballages plastiques ou pas? Est-ce que des films plastiques? Des films, par exemple, c'est très très mauvais les films en plastique. Dans les modes de transport, dans la gestion du tri au quotidien, dans la maison, dans la production des déchets ménagers. Presque tout acte quotidien peut devenir un choix de rentrer dans un modèle d'économie circulaire. Là aussi, la métropole dispose d'un outil de communication, non seulement pour elle-même, mais en lien avec les autres régions françaises, avec la Suisse et le Canada. Donc c'est une plateforme collaborative qui s'appelle grandpariscirculaire.org. Et donc tous les citoyens peuvent parfaitement se rendre sur cette plateforme. Et donc c'était un partage de toutes les bonnes pratiques, référencées certes sur la métropole, mais à partir de ce site, vous pouvez aller voir ce qui se passe sur les autres régions françaises, au Canada et en Suisse, où il y a des exemples tout à fait intéressants. Donc c'est une bonne manière de connaître les acteurs associatifs, professionnels qui s'intéressent à l'économie circulaire et les collectivités qui sont relativement en pointe sur ces questions-là. Donc c'est grandpariscirculaire.org, plateforme collaborative qui est un outil de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, de la métropole et un troisième, pardonnez-moi pour lui, partenaire de cette plateforme. Mais grandpariscirculaire.org, l'adresse est bien notée. Ivan Iskovic, on arrive au terme de ce 8e débat. Un petit mot de conclusion? Je vais simplement remercier encore une fois Richard Delagnolal de nous avoir accueillis ici dans ce territoire et à Thiais pour parler de ce sujet, puisque c'était aussi l'occasion de visiter l'usine de Renault de Choisy-le-Roi il y a quelques jours. Donc c'est globalement c'était formidable comme visite. Une grande démarche qu'on est en train d'entreprendre, et juste à vous donner rendez-vous. Je remercie également nos experts et Xavier Lemoine, qui est vice-président chargé de ce sujet, de nous avoir éclairé sur ce point. C'est la deuxième réunion à laquelle il assiste. Mais vous revenez quand vous voulez, hein, vous êtes donc très bien. on peut que se féliciter que l'ensemble des élus de la métropole prennent part à cette démarche. Et puis je donne rendez-vous pour faire un petit tour de bateau dans le port de Gennevilliers, et pour parler de la logistique urbaine et de la ville marchande, la ville productive, donc mercredi prochain, pour ceux qui le souhaitent. Il devrait faire chaud, hein, on sera bien sur l'eau, je pense. Ça serait un petit tour sur la Seine avec une réunion publique sur la ville marchande.
Bonne soirée à tous. Voilà, merci beaucoup. Remerciements à la technique, le son, la lumière, les images. Un petit remerciement à Marianne Cueil qui est une des chevilles ouvrières de ces réunions. Bonne soirée à tous. Merci infiniment et à très bientôt.